Embarquez-vous à bord de la capsule. Nous explorons et découvrons des personnalités aussi bien impactantes qu'intéressantes. C'est une femme de voix, de charisme, un très beau diamant. On pourrait même dire que c'est une Wonder Woman. Cachupina est notre invitée, actrice, animatrice et modèle. Cette interview explore son parcours, ses ambitions et ses défis. Bienvenue dans la capsule, Cachupina. Qui es-tu ? Alors, je suis une femme multicasquette qui fait énormément de choses et qui ne se refuse rien. D'où te vient ton pseudo ? Alors, Cachupina, ça veut dire la petite ketchup, en référence à mes origines, que ce soit le Cap-Vert, parce que le ketchup, c'est un plat, le plat national pour moi du Cap-Vert, un plat qui est authentique, qui tient au corps, authentique, voilà, qui a plein de choses justement, et également parce que du fait de mes origines également au niveau de la Martinique, de par mon grand-père, écoute, on a un pseudo affectueux qui est Cachopine, et voilà, donc j'ai des amis qui m'appelaient Cachupina et c'est venu comme ça un peu et c'est resté. Voilà. Peux-tu nous raconter comment ton chemin t'a mené vers les métiers de la voix off, de l'animation et du mannequinat ? Alors comment ça m'a mené ? En fait, j'ai envie de te dire quelque part, j'en sais rien, mais c'est surtout des choix de vie. À un moment, une prise de conscience. À un moment donné, je me suis dit, j'étais cadre dans le secteur bancaire. Rien à voir. Sauf que j'ai toujours eu cette casquette et j'ai toujours évolué dans le monde artistique, que ce soit le cinéma, la musique, l'art tout court, et la voix off également. Le montage est venu par la suite. Il faut savoir que j'ai commencé même au sein de la banque, en proposant des formats complètement différents, etc. Et ça, c'est pour tout ce qui est aspect voix off, acting, modèle. Modèle, j'en suis venue à là vraiment parce que j'ai fait un travail sur moi d'acceptation. Acceptation de moi dans mon entièreté et notamment avec le rapport que j'avais avec mon corps. Et j'avais beaucoup de complexes. À un moment donné, je me suis dit, faut qu'on arrête. Et comment est-ce que tu peux t'accepter ? Et let's go. Et mon but, quand j'étais petite, j'avais des envies. Et quand j'ai essayé de me poser des questions sur qu'est-ce que tu veux faire au-delà de la banque, parce que je me suis un peu perdue dans ce monde-là, parce que la sécurité de l'emploi, parce qu'il fallait payer les factures. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais ça vibre plus comme avant. Et au final, un harcèlement de plus dans le cadre bancaire qui a fait que j'ai eu la santé mentale, donc dépression, etc. J'avais déjà commencé en tant que mannequin et j'avais des opportunités à côté desquelles je passais. Et je me suis dit, en fait, à un moment donné, c'est quoi le bonheur pour toi ? Et c'est de là que je suis partie de la banque, d'une certaine manière. Voilà. Donc, j'ai quitté le secteur bancaire pour me consacrer entièrement à ma carrière artistique, mes carrières artistiques du coup. Mais vraiment, le mannequinat, ça a commencé par un souhait de vouloir s'accepter et d'accepter mon corps. En plus, j'ai des problèmes de thyroïde en tant que femme. Il y a des jours, on se réveille, on est gonflé, d'autres, voilà. Donc, ça a nécessité... En fait, j'allais vraiment dans le dur et d'aller dans des chemins qui me challengent, en fait. Donc, ton déclic vers ta nouvelle vie, le switch, s'est opéré grâce à ta santé mentale et ton besoin de bien-être. Exactement. Ça, et parce que c'était période Covid. Donc à ce moment-là, c'est là où tout a explosé, même pour moi. Hein. Et c'était vraiment je pense que tout le monde a eu cette prise de conscience aussi un petit peu de se dire qu'est-ce qu'on aime, etc. Et la santé mentale avant tout, et surtout la communauté. Parce qu'il faut savoir que je travaillais, et encore aujourd'hui en vrai, au sein de la communauté, et mon but c'était de me dire, il y a des choses à faire dans la communauté. On a vu plein de créateurs, plein de fondateurs de marques, de produits capillaires, etc. Et il y avait un vrai besoin. Et mon but, c'était de contribuer aussi à l'élévation de la communauté noire en France. Quel serait le message que tu aurais justement à la communauté, à toutes ces personnes qui, eux aussi, ont un cadre de vie de type salarié et qui se sentent un peu enfermés dans ça ? Est-ce que tu leur conseillerais de faire un switch aussi vers les choses qu'ils apprécient, qu'ils aiment dans la vie ? Ou est-ce que tu leur dirais restez un peu dans votre plan A et soyez sûrs d'assurer vos arrières financièrement ? J'ai pas envie de pousser les gens à quitter leur métier comme ça.
Maintenant, ce que je sais et ce que je peux dire, c'est que ça part tout par des tripes, en fait. À partir du moment où on a des capacités, où on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose, je vais pas te dire de quitter ton job du jour au lendemain, mais quand même de te lancer. Comme on dit, fais-le. Fais-le. Voilà. Quelles ont été tes principales difficultés que tu as rencontrées à tes débuts dans l'univers artistique? Oui, voilà, je vais dire lesquelles. Les difficultés, vraiment, sincèrement, pour moi, c'était vraiment moi-même. C'était moi, et je pense que même dans la vie de tous les jours, en vrai, même quand on regarde les problématiques, ça part beaucoup de nous, en vrai. Parce que même s'il y a des problématiques extérieures, pour moi, tout dépend de comment est-ce que tu réagis à cette problématique, à ce challenge. Et c'est beaucoup le syndrome de l'imposteur, parce que je suis une autodidacte et je me suis faite comme ça. Et c'est vrai que souvent, tu as des doutes, et surtout dans le monde artistique. Il faut dire ce qui est. Il y a des mois, le secteur bancaire, j'avais un certain salaire. Je savais très bien qu'en partant, ça allait pas être pareil. Mais justement, tout part des tripes et le rapport qu'on a avec nous-mêmes et avec ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Et donc, la difficulté pour moi, ça a été vraiment ça, de me sentir légitime, de pouvoir proposer même des voix off, même si je savais que oui, j'étais faite pour ça, mais voilà, se sentir légitime. Malgré le syndrome de l'imposteur, tes doutes, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que c'est cette voix qui est vraiment la tienne? Vraiment, c'est parce que ça vibrait. Parce que lorsque, que ce soit pour le mannequinage, j'y allais, je ressortais, j'étais remplie d'énergie, ça me rechargeait. La voix off, c'est pareil, la satisfaction qu'on a, même si en vrai, je suis jamais pleinement satisfaite de ce que je fais. Mais ça me fait vibrer et j'ai pas l'impression quand j'avais pas cette impression de travailler. Même si tout ce que je fais, ça demande énormément de travail, mais il y a tellement de plaisir derrière. Et ça me fait tellement vibrer que même s'il y a des challenges, même si c'est pas facile tous les jours, même si on dort pas beaucoup, même si plein de choses, en fait, tu y vas quand même et tu te lèves avec le sourire et tu vas te coucher avec le sourire, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à l'animation? Alors là, faut savoir que depuis que je suis petite, j'avais plein de rêves, dont être animatrice télé. Mais pour être honnête avec toi, je n'ai jamais pensé que j'aurais pu être animatrice télé. Or, productrice, réalisatrice, encore moins. Mais depuis que je suis petite, j'ai cette envie-là. Je regardais, à l'époque, c'était Audrey Pulvar. Après, par la suite, on a eu Karine Guilloc-Thuram. Karine Guilloc-Thuram, j'ai du mal à le dire. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes noires. Et quand je voyais, donc c'était Anne Sinclair à l'époque, j'étais persuadée qu'elle était métisse. Parce qu'elle avait des cheveux, assez... Ouais, assez... Pour moi, j'avais l'impression que c'était crépus. Et je la voyais, je me disais, waouh. Et pourtant, c'était le dimanche soir. Et le dimanche soir, juste avant la reprise de l'école, il y avait anxiété qui montait. Mais je trouvais ça assez fort d'avoir une femme à l'écran. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et ouais, ça m'est venu comme ça. Et j'écrivais. J'ai créé un journal que je vendais dans la rue, etc. Et j'ai toujours été fan des journalistes. Je voulais être reporter, mais c'est simplement que j'ai une angoisse depuis que je suis petite, c'est la guerre. Mais je voulais y aller, hein. Mais je savais que j'ai ce côté un peu flippette qui fait que c'était compliqué pour moi même d'y penser, mais de pouvoir donner des informations fortes et qui servent aussi au final à la communauté, même si à l'époque j'étais pas dans ça. J'ai grandi au sein de ma famille, dans une famille de Noirs avec différentes cultures, le Cap-Vert, Martinique, Sénégal, parce qu'il faut savoir que ma mère était une Sénégalaise au final. Mais je voyais pas, j'avais pas de représentation et je me disais, moi j'aimerais bien être dans les premières. Je n'ai pas été dans les premières, mais quand même. Tu as mentionné différentes femmes journalistes. Qui t'a inspiré lorsque tu étais plus jeune et quels sont aujourd'hui tes modèles? Honnêtement, là c'est plus ma grand-mère, ma mère aussi. Je vais pas pleurer. Mais des femmes fortes, ma grand-mère, il faut savoir que c'était une entrepreneuse, elle s'est jamais rien refusé. Elle a eu différents commerces, elle est partie, pareil, Cap-Vert, Sénégal, pareil, elle a habité du coup en Martinique avec mon grand-père. Elle s'est jamais rien refusé, des femmes résilientes.
Donc c'est vraiment et c'est dans mon entourage. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mes modèles sont des personnes qui sont autour de moi aussi, que je peux croiser, qui m'inspirent. Et même si c'est pas un milieu facile, enfin ce ne sont pas des milieux faciles forcément, en fait on y fait de très très belles rencontres, des personnes qui te boostent. Aujourd'hui, il y a une réelle sororité que je trouve au sein même des journalistes. Je pense à Dolores Baquela, franchement, que j'ai rencontré et qui, pareil, m'a donné une force de dingue. Mes modèles, j'en ai beaucoup. Et c'est aussi les femmes qui gravitent autour de moi. Donc, et dédicace à mes sœurs d'âme. Voilà. Quelle place occupent tes origines et ton histoire personnelle dans ta manière de créer et de travailler? Une très grande place. Une très grande place parce que ce soit par rapport à la représentation, et j'ai toujours eu aussi ce souci aussi de légitimité avec autant d'origines. Pour moi, au début, il faut savoir que mon grand-père a adopté mon père, mais j'ai hérité de ces différentes cultures et j'ai toujours trouvé ça dommage que, tu vois, j'arrivais pas forcément à me sentir légitime de dire je suis capverdienne parce que au final, je parle créole aujourd'hui, mais c'est un créole, comme je dirais, rafougade, c'est pas un créole, c'est le créole du plat que tu réchauffes le lendemain, tu vois. Mais la Martinique, pareil, parce que je me disais, mon grand-père, c'est le seul grand-père que j'ai connu, la Martinique. Moi, mon père, il a connu que la Martinique. Et la France, mais que la Martinique. Mais de me dire, je suis martiniquaise, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être martiniquaise? Et en fait, le Sénégal, pareil, je voulais parler Wolof, ma mère a parlé Wolof. Mais ça représente les ponts que j'essaie de construire dans tout ce que je fais au sein des communautés, parce que on se ressemble énormément, on a énormément de points communs, mais on a tous aussi une culture forte. Et mon but, c'est de créer des ponts aussi, que ce soit avec les marques, avec les médias avec lesquels je travaille, etc. Parce qu'au final, on reste des afro-descendants et c'est l'Afrique, quoi. C'est l'Afrique qui gagne. En tant que femme racisée, as-tu ressenti des expériences ou des traitements différents dans les milieux artistiques et médiatiques? Alors, pas vraiment. Le côté racisé, non. Parce que j'évolue vraiment et je travaille essentiellement au sein de médias pour la communauté. Donc au final, ma culture et ma couleur de peau, ma culture fait aussi ma force. En tant que femme, oui. Et là, je pense surtout au milieu sportif, où tu sens quand même que ça reste un milieu exclusivement masculin. Et tu sens quand même qu'il y a une différence. Alors par contre, j'ai eu de la chance. Je suis tombée aussi sur des personnes qui étaient contents que je sois une femme, qui puisse, par exemple, pour le football américain, je suis une fan de foot US, fan de sport, mais foot US. Surtout. Et lorsque j'ai commencé mes chroniques, j'ai rencontré des personnes qui, justement, ils étaient super contents de voir une femme qui s'y connaissait et qui pouvait animer des chroniques autour de ce sport. Donc au final, ça a toujours été quelque part une force. Mais est-ce que c'est parce que c'est ma façon de voir les choses aussi? Je sais pas, je reste plus attachée sur le positif, je vais pas te mentir, que le reste, parce qu'on souffre déjà assez. Et dans cet environnement sportif très masculin, comment tu arrives à affirmer ton identité en tant que femme et en tant que femme noire? En étant moi, tout simplement. Et en fait, en ne m'excusant pas d'être moi, en ne m'excusant pas d'être une femme. Et encore une fois, pour moi, être une femme, ça n'a jamais été un handicap, mentalement, je parle. Et pour justement relever tous les challenges de ma vie, je me suis toujours attachée à ces côtés-là, mais de manière positive. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais justement, le fait que je sois une femme, ça, je sais que ça me donne des compétences, ne serait-ce que le côté multicasquette, on peut faire tellement de choses en même temps que, pour moi, ça a toujours été une force, en fait, vraiment. Selon toi, pourquoi la représentation est-elle encore un enjeu central aujourd'hui? Parce qu'on manque encore de représentation positive. Il faut dire ce qui est, ça reste un travail de tous les jours. On a toujours l'impression que ça avance, au final, on se rend compte que dans les mœurs, pas forcément, surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux. On voit que il suffit d'un peu pour pouvoir dénigrer la communauté. Donc, et puis il y a ça, et il y a le côté aussi où moi je me souviens quand j'étais petite, vraiment, je me reconnaissais pas en ces personnes que je voyais, que ce soit à la télé, dans les magazines, etc. Et lorsque j'ai grandi, c'était vraiment ce truc-là de me dire, j'espère que, en fait, si je peux au moins inspirer
une petite fille, tu vois, que ce soit par mes cheveux, c'est pour ça que c'est un souhait de ma part, même si je pourrais avoir des boucles définies, etc. Et à chaque fois, je me dis, ouais, mais non. Même si j'ai envie, hein, des fois. Mais je me dis, ouais, mais j'ai envie qu'on montre que, ouais, non, avoir un afro, en fait, je suis coiffée là, en fait. Je suis coiffée, je porte ma couronne, et tu peux porter ta couronne, et tu peux porter ta couronne et atteindre des sphères auxquelles tu ne pourrais peut-être pas penser. Et de me dire, bah, de montrer que c'est possible. À ma petite échelle, mais c'est possible. Avec tes différentes casquettes, c'est quoi une journée type avec Cachupinia? Ouais, donc non, il y en a pas. Il y en a pas parce que ça peut être une interview, ça peut être une interview que je vais donner, une interview qu'on me demande. Et, ça peut être même au niveau de la voix off. Je peux avoir une commande pour une marque, une entreprise. Ça dépend. Franchement, aucune journée se ressemble et c'est ce qui fait aussi que le parcours, je le trouve beau. Et c'est ce que j'aime justement, je suis un électron libre. Et au final, écoute, les choses se font. Je ne sais pas et je me laisse aller et ça me va. Tu arrives à trouver un équilibre entre justement les missions sur lesquelles on te recommande et tes projets que tu essaies de développer? Oui, mais en fait, l'équilibre, il se fait tout seul. Et c'est une vraie dinguerie parce que, encore une fois, mon parcours, il est vraiment particulier. Parce que c'est à partir du moment où j'ai lâché prise, vraiment, je suis allée vraiment au bout du... on a confiance, le vrai lâcher prise, où tu te dis, je sais que ça va arriver. C'est arrivé, et à chaque fois, c'est comme ça. Et ce qui est dingue, c'est que, en fait, c'est lorsque, par exemple, la voix off, j'ai moins de commandes, ou je vais plus avoir de commandes, et là, je vais avoir des propositions, que ce soit pour l'acting, ou au niveau des médias. Et ça s'est fait comme ça, même pour BET, parce que j'ai vraiment commencé en tant qu'animatrice télé, avec BET France. Et ça s'est fait comme ça, c'était du 100% de mon temps, mais pareil, à des moments, c'était un petit peu plus court, un peu plus light sur les demandes, etc., parce que c'est par période souvent. Et écoute, j'ai eu des propositions d'animation en tant que host, c'est ce que je faisais aussi au sein de la banque, hein, j'animais des réunions, des conférences, etc. Et au final, l'équilibre se fait tout seul. Et c'est aussi ça qui m'a fait comprendre que j'étais au bon endroit. Parce que tout ce dont j'avais besoin venait à moi au bon moment au final. Est-ce que ce lâcher-prise que tu as opéré t'a permis de réduire les doutes et le syndrome de l'imposteur? Non, on va être honnête, je vais être honnête, sincèrement. Les doutes, je pense qu'ils seront toujours là quelque part parce que je reste quand même une créa. Et quand on est dans la création, la créativité, on a toujours ces moments de doute. Et ça aussi, j'ai appris que c'était OK. Parce qu'au début, je me disais, mais comment tu retombes encore dans ce doute-là? Alors qu'au final, tu vois, t'es là, on te demande, etc. Mais parce que c'est une constante remise en question. On travaille, j'essaie de me perfectionner. À chaque fois, je regarde ce que j'ai fait. J'aurais pu faire mieux. Perfectionniste dans l'âme, vraiment à l'extrême, je pense. Et c'est ce qui fait aussi, je pense que on a reconnu mon travail en tant que professionnelle et c'est sur ça que je m'appuie dans ces moments de doute pour faire taire la petite voix qui te dit « Ouais, mais tu peux faire mieux, ouais, mais pourquoi toi ?» Ouais, voilà. Donc c'est toujours là, mais il faut apprendre à faire taire cette petite voix. Et ça, c'est valable pour tout le monde. On a parlé de tes projets sur lesquels tu travailles en ce moment. S'il y avait un projet que tu aurais aimé concrétiser, le projet de tes rêves, sans limite de moyens, sans limite de rien du tout, ça ressemblerait à quoi? On part du principe qu'il faut absolument travailler dans la vie. Oui. Ouais, parce que sinon, j'allais te dire, sans moyens. Je fais des interviews comme ça et du contenu, mais sincèrement, j'en aurais trop, mais concrètement, ce serait vraiment créer peut-être une société de production, pouvoir former les personnes de la communauté et surtout depuis tout petit, pour leur apprendre des métiers qu'on ne leur apprend pas quand ils sont petits. Alors, il y a des écoles aujourd'hui qui leur donnent cette ouverture d'esprit, je pense à Clésis, etc. Mais vraiment de pouvoir peut-être avoir un centre de formation, pouvoir former, mais former et donner l'opportunité de faire des stages peut-être sur des plateaux ou autres, hein. Mais dans tous ces domaines artistiques-là, de pouvoir accompagner la communauté, mais la future génération. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton propre chemin plutôt que d'attendre qu'on te donne ta place? Ça, c'est deep. Ce qui m'a poussé à ça, il faut savoir que, je vais le dire, j'ai ma maman qui a mis fin à ses jours. Et
Donc ça, c'était en 2005. Donc ce sont des périodes en fait qui ont été vraiment charnières sur le on se reprend en main et en fait, il n'y a que toi qui peux t'aider. Donc il y a eu ce moment-là, parce qu'après donc, j'étais en foyer. Et également le décès de ma grand-mère, donc en 2019, où concrètement, je me suis dit, j'ai pas le droit. En fait, ces personnes-là ont mis tellement de choses en place, elles sont venues, ça reste des immigrés, pour pouvoir t'ouvrir le champ des possibles. Donc, même si je voulais la sécurité de l'emploi du fait de la situation qui était quand même complexe, il y a un moment donné où je me suis dit, en vrai, ouvre, vois plus loin. Eux, ils sont venus ici. Pourquoi ? C'est pour t'ouvrir le champ des possibles. Et t'ouvrir le champ des possibles, en fait, j'ai dû sortir de cette case c'est un métier, où tu es dans un bureau, la sécurité de l'emploi qui n'existe plus aujourd'hui de toute façon. Donc, c'était vraiment ça, de me dire, quand on dit le champ des possibles, c'est ça. Et mon père m'a dit une phrase un jour qui résonne aussi dans ma tête, et c'était, il disait, bébé, si quelqu'un essaie de te mettre des bâtons dans les roues, tu casses le bâton. Et ça aussi, ça résonne. Et à chaque fois que justement cette petite voix voulait me faire un step back, parce que ton cerveau est fait quand même pour survivre, donc quand c'est un peu trop dangereux, et je te dis, bon, fais un pas en arrière, Mago, là c'est un peu trop puissant, et en fait je repensais à ça. Et du coup au fait que même ma famille ne m'ont jamais mis de bâton dans les roues. Et en fait, lors d'une thérapie, en parlant avec ma psy, j'ai découvert que je me suis rendu compte qu'ils m'ont toujours laissé être dans ma création, mais pour tout, mais vraiment pour tout, même l'écriture. Il faut savoir qu'un jour mon père, il m'emmène dans des brocantes, mais j'aime pas le monde, j'aime pas ces trucs-là. Je comprenais pas, et c'est pendant la thérapie que je me rappelle de ça. Et en fait, il m'a emmenée dans la brocante. Pourquoi ? Dans des brocantes, et dont une à Gonesse, et c'était pour trouver une machine à écrire. Et quand on trouve la machine à écrire, il prend. On n'a plus jamais fait de brocante. Et en fait, le côté fort, c'était que j'ai toujours voulu j'écris des histoires, j'ai une idée à la seconde, et la créa. Et en fait, c'était super lourd de sens de se dire, moi je voulais écrire des histoires, mais je voulais les écrire avec une machine à écrire. Et en fait, ils m'ont quand même, au final, même si ça a été compliqué, histoire de famille, familiale très compliquée, mais au final, ce truc-là est resté et on m'a accepté comme ça. Et au final, je me suis dit, c'est que eux aussi, ils ont vu ce truc-là. Si eux, ils ont vu ce truc-là, j'y vais, en fait. Mais ça, il a fallu du temps pour que je m'en rende compte aussi. Ton parcours de vie, c'est un peu ce qui alimente ton quotidien, ce qui te donne la force à l'heure actuelle. Exactement. C'est de vivre et pas seulement de survivre. Donc, même dans les moments difficiles, de te dire, en fait, on n'a qu'une vie. S'il y a quelque chose que tu veux faire, Didi, t'y vas. Et en fait, au début, je voulais que les choses soient parfaites. Et je me suis rendu compte, en étant dans l'action, que c'est quand tu fais que tu ajustes, etc. C'est quand tu es dans l'action que les choses viennent à toi aussi, quelque part. Donc oui, il faut que ça résonne, mais il faut aussi se mettre dans l'action. Donc il faut prendre des risques. Est-ce que justement, tu aurais une vérité brute à partager sur le monde entrepreneurial, surtout lorsqu'on est une femme ? On se sent souvent seul. La vérité brute, c'est que financièrement, c'est pas facile tous les jours. Il y a des périodes où ça va très bien, d'autres périodes où c'est compliqué. Et que, au final, on évolue dans un monde qui est quand même masculin. Donc, faut pas avoir peur d'y aller. Faut travailler sur sa confiance en soi, en fait, et ne pas s'excuser d'être là. C'est surtout ça, ne pas s'excuser d'être là. Parce qu'en fait, même dans le monde bancaire, c'est un monde d'hommes, même s'il y a beaucoup de femmes aussi, mais toujours confronté à ces hommes, tu vois, avec la puissance, en fait, le but, c'était pas s'excuser et dire, je suis moi, je suis là et je suis compétente, tu vois. Donc, la réalité, c'est ça, et que c'est un travail de tous les jours et que c'est jamais terminé, on en apprend tous les jours. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du parcours, même de tout le monde au final, c'est que on n'a qu'une vie, donc d'y aller et peut-être de s'entourer aussi. Prendre sa place et s'affirmer, c'est le conseil que tu donnerais à une femme racisée, par exemple, qui souhaiterait entreprendre mais qui n'ose pas ? Mais carrément, prends ta place, affirme-toi en fait. Ton projet, tu sais pourquoi tu l'as, fais-le. Encore une fois. Non, vraiment, pas s'excuser d'être là.
Je pense que quand on était petit, on nous a trop appris à justement à s'intégrer. Donc l'intégration, ouais, mais à partir du moment où on est né en France, on est français en fait. Donc partant de là, oui, t'es noir, en fait, n'attends pas d'être validé par les autres pour te sentir légitime. Même si effectivement ça fait toujours plaisir et ça rassure. Mais on est là, on n'a pas besoin de s'excuser en tant que femme, on est compétente aussi, donc ouais, faut le faire. Si tu pouvais faire un retour dans le passé, que dirais-tu à la petite Cachoupinha? Je dirais ce que je me disais quand j'étais petite, dans le struggle, l'adolescence et autres, c'est ça va aller, ça va vraiment aller. Et tu as en toi ce qu'il faut, ça va aller. Quand tu étais petite, il y a un héros que tu aurais aimé être? Un héros, il y en avait plein. Il y en avait plein. Moi, j'étais sur Tornade. Moi, c'était Tornade. Parce que, encore une fois, image de la femme noire, mais avec les cheveux gris et lisses. Il n'empêche que, ouais, c'était Tornade. Donc là, je me dis, ouais, pareil, la puissance. La puissance. C'est ce qu'elle représente pour toi? Ouais. Si on regarde ta playlist musicale, qu'est-ce qu'on y retrouve? Là, on vous pose des questions. Non, faut savoir que c'est tellement éclectique. Ça passe du Clara Luciani à Chacola, à Elamé, Jill Scott, Boyz II Men, Wu-Tang, fan de Wu-Tang. De Kazé, très éclectique. Ça dépend de mon mood, ça dépend de mes besoins, ce que je fais en fonction du jour J, de mon mood, de là où je veux aller, en termes d'énergie aussi. Et ça dépend. Quelle chanson te met dans un mood bonne humeur direct? Ça dépend, il y en a tellement. Une chanson là actuelle, franchement, je vais même pas donner de titre, je vais dire le Funana. Les gars, si ça va pas, écoutez du Funana. Si vous n'avez pas le cardio pour le danser, c'est autre chose, mais écoutez du Funana. Et même un jour où ça va pas, pareil, Funana. Funana, parce que si je commence à écouter là, après c'est le zouk. Ça, tu pars en goumin, moi je suis tellement sensible. Que ce soit zouk, compas là, j'écoute ça. Même si je suis bien, il y a un passage qui va me mettre bien. Après l'autre, qui va me faire aller en goumin. Alors que même si j'ai personne dans ma vie, non. Donc ouais, Funana c'est bien, les gars, le Cap-Vert. Quand tu as envie de te détendre après une longue journée, est-ce qu'il y a une série ou un film en particulier qui te met bien? Il y en a beaucoup aussi. Et pareil, ça dépend de mon mood. Je vais te dire Game of Thrones, Desperate Housewives, sinon Harlem, les Harlem, Sistas. Ouais, il y en a beaucoup, ça va dépendre. Et après, sinon c'est Ugly Betty. Me demandez pas pourquoi. Comfort Show, plus. Si tu devais choisir un titre spécial, Love to Love, pour la Saint-Valentin par exemple, ce serait lequel? Pareil, il y en aurait beaucoup, hein. Mais je dirais... peut-être Amour inconditionnel de Beto Dièche. Et un titre spécial Goumin? Alors là, pareil, il y en a beaucoup. Mais là, je vais partir plus sur du Annick et Jean-Claude. Titre en particulier, c'est Zouklov. Spécial Goumin, Zouklov. Boyz II Men aussi. Ça c'est à cause de quand j'étais ado. Malheureusement, ils m'ont accompagné dans plein de Goumins. Donc, Où peut-on te retrouver aujourd'hui? Aujourd'hui, BET a fermé, mais on peut me retrouver toujours sur Cachoupinha. Donc voilà, sur les réseaux TikTok, Instagram, YouTube. Et il y a des choses qui arrivent, donc suivez-moi. Merci Cachoupinha. Merci à toi.